Pour quelle raison est-ce que j'ai vendu Apple? Alors aujourd'hui, Apple faisait partie de mon portefeuille depuis 2023, sauf erreur, et j'ai décidé de m'en séparer de cette action. Et je vais vraiment te présenter aujourd'hui toutes les raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision, puis finalement à sortir Apple de mon portefeuille en bourse. Et alors pourquoi tu devrais y réfléchir? Pas forcément si aujourd'hui tu as déjà Apple en portefeuille, mais c'est plus une invitation à la réflexion pour toutes les actions que tu as en portefeuille. Tu verras que la mécanique que j'ai utilisée pour prendre cette décision, tu peux littéralement l'appliquer à toutes les actions que tu as en portefeuille, que ce soit pour un achat ou une vente. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te faire vraiment un descriptif un petit peu de ma stratégie en bourse. D'ailleurs, tu verras que c'est vraiment le cœur de la réflexion, hein. C'est vraiment voir aujourd'hui quelle est ma stratégie, mes objectifs, et en fonction de ça, déterminer quelles actions je vais pouvoir acheter et intégrer à mon portefeuille, et également en fonction de ma stratégie et mes objectifs, quelle action n'a plus sa place simplement dans mon portefeuille. C'est la raison aujourd'hui pour laquelle j'ai vendu Apple. Et donc on est vraiment obligé d'abord de se concentrer sur quelle est la stratégie en portefeuille, en bourse, avant de dire ok j'achète, ok je revends ou pour quelle raison. Ensuite je vais t'énumérer un petit peu les challenges auxquels fait face Apple en ce moment. Et alors j'aime pas parler de problème, hein. D'ailleurs tu verras dans la conclusion que pour moi Apple n'est pas une mauvaise entreprise parce que je m'en sépare aujourd'hui, que c'est du coup un mauvais investissement, une mauvaise entreprise ou autre, mais c'est plus des challenges dans le sens où c'est pas forcément négatif. Si tu parles de problème, c'est pas forcément négatif. Là, c'est juste des challenges auxquels il fait face. Et je vais vraiment te montrer aussi sur Gros Focus un petit peu. On va switcher l'écran. Et également la conclusion aujourd'hui pour laquelle, moi j'ai vendu Apple. Je t'inviterai alors si tu as déjà cette entreprise ou d'autres actions, à refaire exactement la même mécanique pour du coup réanalyser ta stratégie, ton objectif et finalement les actions que tu mets directement dans ton portefeuille. Donc aujourd'hui, ma stratégie en bourse, elle est relativement simple. J'ai une stratégie ce qu'on appelle quality growth. Donc c'est des entreprises qui sont de qualité, hein, c'est indiqué dans le titre, mais en gros, c'est vraiment des entreprises qui sont leaders de leur marché et qui ont de la croissance devant elles, qui ont une perspective en fait d'avenir, de vraiment croître, de prendre des parts de marché et de continuer à se développer. Ici, je t'ai mis deux choses et je te mettrai peut-être le lien dans la description, mais j'ai déjà fait une vidéo sur quels sont les critères qui te permettent d'analyser une entreprise avec la méthode entonnoir, avec la partie analyse quantitative, qualitative, la valorisation. Je te montre ça juste après, mais c'est vraiment là-dessus que s'axe ma stratégie en bourse. C'est vraiment aller chercher des entreprises qui sont de qualité et qui respectent tous les critères que du coup j'ai dans ma watchlist, dans ma petite checklist. Mais en gros, je vais être intransigeant sur la qualité des chiffres et de l'entreprise et surtout la qualité de son business. Donc quand on regarde un petit peu cette méthode entonnoir, c'est vraiment les deux premiers niveaux, la partie quantitatif et qualitatif. Je te montre juste après ici. Et ensuite, c'est être vigilant aussi sur le prix d'achat de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai pas une stratégie value investing où je vais vraiment aller chercher des entreprises qui sont sous-évaluées, qui s'achètent avec des fortes marges de sécurité, mais je vais quand même regarder le prix d'achat. Donc, je vais être vigilant sur soit j'achète l'entreprise à un montant qui est sous-évalué, donc heureusement, en ce moment, je peux acheter l'entreprise à un prix qui est avantageux pour moi en tant qu'investisseur, ou au contraire, je vais acheter l'entreprise à un prix qui est correct. Le prix, ça va pas être ce qui va driver un petit peu ma stratégie comme on pourrait avoir par exemple dans une stratégie value investing, mais c'est vraiment aujourd'hui j'achète des entreprises de qualité qui ont un fort potentiel de croissance. Et si je reviens un petit peu sur le cœur de la stratégie, comme je t'ai dit avec la méthode entonnoir, j'ai vraiment ce côté analyse quantitative, donc sur les chiffres, et là je vais me baser sur 4 critères. Chaque critère aura encore des ratios financiers à aborder. De nouveau, dans la vidéo que j'avais déjà fait précédemment, je te montre vraiment tout ça en détail, mais les 4 critères, il va y avoir l'endettement, donc vraiment vérifier que l'entreprise est solide financièrement, qu'elle peut faire face à ses obligations finalement financières au niveau des dettes, avec certains ratios. Alors je ne les ai pas tous énumérés, mais il y en a plusieurs. La rentabilité, donc finalement est-ce que tu mets 1 franc dans la machine, est-ce que tu as 80 centimes qui en sortent, ou au contraire 1 franc 20, donc vraiment voir que l'entreprise est rentable, qu'elle fait du cash. Est-ce qu'elle est en croissance? Donc littéralement, est-ce qu'elle vend plus que les 3-5 dernières années? Est-ce que tes marges sont aussi en croissance? C'est pas uniquement centré sur le chiffre d'affaires et le produit-service qu'elle vend. Et également le potentiel, donc est-ce qu'elle a un potentiel en face d'elle? Est-ce qu'elle ne consacre pas trop d'argent? Ici, je t'ai mis par exemple le payout ratio. Donc pour rappel, le payout ratio, c'est la part du bénéfice que génère l'entreprise qui est reversée aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc finalement, est-ce que l'entreprise, elle garde assez de cash pour elle pour pouvoir réinvestir dans la recherche-développement, dans créer de nouveaux produits, aller conquérir un petit peu de nouveaux marchés, nouveaux segments de clientèle, ce genre de choses. Donc est-ce qu'elle a un potentiel finalement en face d'elle? Donc ça c'est vraiment sur la partie chiffrée donc de l'entreprise. La partie qualitative, c'est centré sur le produit, service, l'avantage concurrentiel, le management. Et d'une fois que ça c'est fait, et là-dessus je suis vraiment intransigeant, c'est-à-dire que j'ai vraiment une liste où je vais m'interdire d'aller sur une entreprise qui a un free cash flow en dessous de tel pourcentage ou autre. Ça va donner une note un petit peu de qualité à la boîte. Et ensuite je vais me partir sur la valorisation. Donc est-ce que le prix de l'action en ce moment est sous-évalué ou à un prix correct? Comme je te l'ai dit,
dit, j'ai vraiment pas une approche value investing à 100%. Je me permets aujourd'hui d'acheter des entreprises qui sont à des prix corrects. C'est pas surévalué, c'est pas sous-évalué. Voilà, c'est une entreprise de qualité, elle s'achète à un bon prix et pour moi c'est complètement ok avec ça. Et au contraire, tu vois, tu as plusieurs autres stratégies. Alors je n'ai pas tout énuméré, mais tu peux avoir du value investing, c'est vraiment concentré sur des entreprises qui sont sous-évaluées. Donc income investing, donc des entreprises qui sont à revenu passif. Et après tu peux avoir mixé différentes stratégies. Tu vois, tu peux même avoir des entreprises qui sont de croissance, donc avec du Tesla, Nvidia, ce genre de choses, ou des entreprises uniquement qui sont de qualité, et tu peux ensuite mixer certaines stratégies entre elles pour définir vraiment ta stratégie. Donc c'était important de revenir sur quelle est la stratégie que j'applique aujourd'hui en bourse pour ensuite voir pour quelles raisons Apple ne coche plus toutes ces cases et du coup elle est sortie de mon portefeuille récemment. Donc, si je reviens maintenant sur les challenges un petit peu que fait face Apple, et de nouveau, j'aime pas parler de problèmes, c'est vraiment des challenges, donc c'est pas forcément négatif. J'en ai listé des principaux, alors un petit peu par ordre, un peu de priorité. Donc, il y a une perte de vitesse sur les ventes, un retard sur l'intelligence artificielle, les tailles de marché, qui sont aujourd'hui, à mon sens, un plafond de verre, et les rachats d'actions. Et je vais vraiment détailler un petit peu ces 4 challenges. Donc aujourd'hui, la perte de vitesse sur les ventes, donc toutes les ventes d'Apple, proviennent de la majeure partie des iPhones. Donc l'iPhone, c'est vraiment le produit phare d'Apple et il y a un ralentissement des ventes depuis 2022. Ici, c'est ce qu'on voit sur le site du coup Guru Focus. Alors tu peux le voir directement. Alors le site Guru Focus, donc je t'invite à le consulter, il est gratuit, tu peux aller voir directement l'analyse Apple. Ici, tu verras que tout ça, c'est peut-être pas la même configuration que moi parce que simplement tu peux tout modifier un peu comme tu le veux. Mais simplement quand tu descends sur la page, tu peux voir donc un petit peu plus bas sur la droite ici les revenus finalement des ventes de l'entreprise, donc par segment. C'est là que tu peux déjà voir si l'entreprise elle est diversifiée au niveau du chiffre d'affaires ou concentrée que sur un seul produit. Si tu verras par exemple Tesla, ils ont que les véhicules électriques avec une petite partie revenus sur les bornes de charge. Mais ici, si on voit du coup Apple, l'iPhone c'est quand même la moitié des revenus de l'entreprise. Donc elle est à mon sens diversifiée au niveau de ses revenus. Mais si on voit en fait son produit principal, donc l'iPhone, ce qu'on peut voir ici sous les 30 ans de données financières et puis en cliquant sur Operating Data, tu peux voir en fait l'évolution au fil des ans de chaque segment de l'entreprise. Donc il faut juste remonter un petit peu. Ici tu peux voir même alors on va se remettre donc du plus récent au plus ancien. Ici tu peux voir par région géographique, donc c'est pas forcément important. Mais ce qui nous intéresse ici du coup, c'est on voit les segments de ce que vend l'entreprise. Donc iPhone, les accessoires, services, iPad, Mac, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est plutôt du coup en fait le segment principal. Donc on a vu c'était l'iPhone avec 51% des parts de ce que vend l'entreprise. Et on voit que depuis 2019, donc 2024, on voit qu'il y a une progression de 2019 à 2021 et surtout de 2022 à 2024. Donc on est en milliards de dollars, 205, 200, 201. Il y a un ralentissement des ventes. C'est aussi ce qu'on peut voir du coup sur la page qui est juste avant. Alors s'il veut bien revenir sur la présentation, tu peux voir aussi la part en fait exactement ce qu'on vient de voir, mais de manière un peu avec le graphique. Donc c'est exactement ici sur les iPhones. Et alors c'est un peu plus, t'as pas les chiffres ici dessus, mais tu peux vraiment le voir sur le graphique que je viens de te montrer. Mais donc il y a vraiment un vrai ralentissement sur le produit phare que vend aujourd'hui du coup Apple. Et à mon sens, aujourd'hui, alors c'est pas forcément un point ultra négatif, je voulais le mettre aussi, l'innovation qui se fait faible d'année en année, je vais te le mettre après sur le retard sur l'IA, mais aujourd'hui l'entreprise elle fait des nouveaux produits chaque 5-6 ans qui vont vraiment révolutionner leur marché. Et une chose qu'on peut voir aussi ici, si on voit le retour sur investissement, alors c'est le ROIC ici, donc ça c'est le retour sur investissement total, si on veut bien, donc c'est 33%, mais si on isole sur les 3 dernières années, en fait on voit que les 3 dernières années d'investissement qu'a fait Apple, ils sont clairement en négatif. Il y a le Apple Vision Pro qui n'a pas forcément ultra bien marché, et aujourd'hui c'est une entreprise qui ne révolutionne plus finalement son secteur, son industrie, alors qu'avant c'était vraiment sa marque de fabrique. Et ici je l'avais mis, alors c'était plus une anecdote personnelle en tant qu'utilisateur et consommateur, parce que aussi une des raisons pour lesquelles j'avais intégré Apple à mon portefeuille, au-delà des chiffres, de l'analyse, etc., c'est que je suis moi-même client, j'ai de la facilité à me comprendre, à me mettre un petit peu dans l'esprit du client qui consomme, et surtout j'ai tout cet écosystème Apple, et finalement j'avais ce truc où la première fois que j'ai vraiment acheté un iPhone vraiment neuf, où je m'étais fait plaisir avec cet iPhone 16, en fait, quand on voit le changement qu'il y a eu, ce que ça a apporté en plus, c'est pas si énorme. Quand on voit que déjà le produit principal c'est l'iPhone, que d'année en année il n'y a pas des évolutions drastiques, il y a 3 caméras au lieu de 2, il y a un bouton, tu vois, je t'ai mis ici sur le côté de bouton sur la vidéo, sur le côté, mais franchement c'est pas
énorme, c'est pas game changer, c'est juste peut-être plus facile, plus ergonomique, mais vraiment pour les fans d'Apple, pour avoir le téléphone et puis avoir ce bouton, comment dire ça, cette alternative en plus, c'est pas ça qui a vraiment changé quelque chose à mon utilisation du téléphone, qui a pas mis un step supplémentaire dans l'écosystème Apple. Et tu as aussi la possibilité de capturer le son différemment en format vidéo. C'était vraiment un petit bonus si aujourd'hui tu fais des vlogs depuis ton téléphone. Mais pour tout le reste, en termes d'innovation sur leurs produits phares, il y a un clair ralentissement. Et il y a comme une sorte de plafond de verre un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut offrir finalement avec un téléphone portable. Quand on voit les autres produits que vend Apple, le Apple Vision Pro et même l'intelligence artificielle, d'ailleurs c'est un super parallèle pour passer sur le deuxième point. Il y a un retard aujourd'hui sur l'intelligence artificielle du point de vue d'Apple et il y a une déception des utilisateurs par rapport à l'intégration de l'IA dans leurs produits. Aujourd'hui, Apple avait été contraint un petit peu de faire des partenariats avec ChatGPT ou autres pour intégrer un peu l'IA dans leurs produits car ils n'avaient pas développé leur propre intelligence artificielle. Il y avait clairement un wagon de retard d'Apple sur ce nouveau terrain, si on veut dire c'est comme ça. Et alors je t'ai mis ici le Apple Intelligence et moi donc il est vraiment moi j'ai une grosse déception dans le sens où quand tu achètes le nouveau téléphone, il y avait ce truc de Apple Intelligence, il n'est pas disponible tout de suite, il va venir 3-6 mois après. Et il y a un côté où tu te dis ok, en fait ils vont développer quelque chose d'incroyable, on est patient, c'est ok, ça va venir, ça va révolutionner comment est-ce qu'on va connecter le Mac avec l'Apple Watch, avec le téléphone, etc. Et ça va vraiment être game changer, ça va nous apporter vraiment une plus-value. Et en fait du moment qu'on a Apple Intelligence en main, donc on fait la mise à jour 18.io ou je sais plus combien, et finalement, ouais, c'est cool. On peut faire des emojis avec plein de trucs. Quand on fait une photo de quelque chose, il peut nous scanner, nous dire un peu ce que c'est, mais ça s'arrête là. Siri, c'est pas drastiquement amélioré, ça n'a pas évolué. Et en contrepartie, tu as ChatGPT ou Gemini, par exemple, une IA que j'utilise beaucoup avec Google, où tu peux littéralement lui parler et avoir une conversation qui ressemble presque, et c'est ultra bluffant, à une conversation que tu pourrais avoir avec un humain. C'est pas mécanique comme avec Siri, c'est vraiment quelque chose qui m'avait bluffé. C'est que la réponse déjà est beaucoup plus cohérente et précise, toujours en fonction de qu'est-ce que tu lui as demandé, mais la fluidité dont c'est répondu, c'est beaucoup plus fluide. Et donc tu as vraiment ce côté où tu as Apple Intelligence en main et tu as un petit peu ce côté déception, et en parallèle tu as du ChatGPT ou du Gemini et tu vois l'évolution de ChatGPT 2.3, 3.0, etc. et Gemini et puis les évolutions avec la format vidéo, et tu vois Apple qui est un petit peu en retrait, et ça crée un peu cet écart de se dire ok, ils sont plus vraiment sur le côté innovant de ce qu'ils faisaient leur marque de fabrique. Et ici, je t'ai quand même mis un petit, alors pas forcément attention, mais c'est un point de vigilance aussi pour donner des points aussi à Apple, parce que c'est pas le but de descendre cette entreprise, c'est une entreprise qui est géniale, je te ferai la conclusion juste après. Mais Apple, ils ont toujours été en retrait lors des grandes innovations. Quand ils ont sorti les iPhones, les téléphones existaient déjà. Ils sont venus avec leurs produits, ils ont révolutionné leur marché. Les montres connectées, existaient déjà lors de l'Apple Watch. Et qu'en fait, ils sont venus, ils ont sorti l'Apple Watch, et aujourd'hui, c'est littéralement la montre la plus vendue au monde. Donc, ils ont cette marque de fabrique il y a déjà quelque chose sur le marché. Et nous, on vient quelques temps après, on prend du recul, on prend du temps pour créer un produit qui est exceptionnel et on vient sur le marché et ensuite on le propose. C'est juste que là, avec l'intelligence artificielle, j'ai pas vu vraiment ce qu'ils ont pu proposer, ou du moins ce qu'ils ont proposé n'est pas satisfaisant. Et quand ils en parlent lors des rapports trimestriels ou autres, c'est très bref, c'est très flou. Il n'y a pas quelque chose de concret un petit peu, j'ai presque envie de dire, à se mettre sous la dent. Et aujourd'hui, un autre critère que je voulais te partager un petit peu sur le côté de Apple, c'est le côté de la taille de marché. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors il y avait certaines vidéos que tu peux voir un petit peu sur Apple, pour quelles raisons c'est une entreprise qui ne peut plus croître, etc. C'est parce qu'elle est aujourd'hui, enfin c'est plus le cas actuellement au moment où je tourne la vidéo, mais l'entreprise avec la plus grande capitalisation boursière au monde. Et ce que je trouvais intéressant avec cette réflexion, c'est pas forcément la taille de capitalisation de l'entreprise qui fait son potentiel de croissance, mais c'est plus son marché adressable. Finalement, aujourd'hui, c'est pas le fait qu'Apple soit une énorme entreprise et qu'elle ne puisse pas faire un x2, c'est plus que le marché auquel elle vend ses produits ne peut pas faire un x2. Aujourd'hui, tu as deux questions à te poser pour réfléchir un petit peu sur la taille de marché de l'entreprise. C'est, est-ce que le marché adressable est-il en croissance ? Donc aujourd'hui, est-ce que tout le monde a un téléphone portable ? Oui ou non ? Est-ce que les ados plutôt vont en avoir encore plus jeunes? Est-ce que les pays défavorisés vont en avoir un petit peu davantage? Et aujourd'hui, on a comme une sorte de plafond de verre où les enfants, ados ont littéralement des téléphones
un jeune âge. Les pays émergents ont des téléphones de plus en plus de téléphones, donc le marché adressable finalement commence à être saturé entre les gros acteurs. Et la deuxième question que tu peux te poser, c'est finalement, ok, est-ce que ce marché adressable, il est peut-être déjà atteint un plafond de verre? Alors, à savoir qu'il n'y a jamais de vrai plafond de verre, hein, c'est plutôt un ralentissement du marché. Mais est-ce que l'entreprise, au sein de ce marché, elle a un potentiel de croissance, de prendre des parts de marché aux concurrents ou pas? Et aujourd'hui, on voit Apple est clairement leader de son marché avec d'autres concurrents comme Samsung, Huawei ou autres, voire Google ou autres, mais ils ont des parts de marché évidemment à protéger, déjà à ne pas se faire grignoter par les concurrents, mais évidemment une autre part de marché à les conquérir un petit peu, mais ils ont clairement pas une part de marché de faire x2 dans les 5-10 ans à venir. Il y a vraiment une saturation un peu presque du marché, voire de la taille du marché. C'est ce qui fait qu'il y a un fort ralentissement, et c'est ce qui s'expliquait aussi avec le côté des ventes d'Apple, même si on regarde les différents autres produits. Et un autre élément que je trouvais challengeant pour l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, elle fait énormément de rachats d'actions. Alors, l'entreprise effectue, alors j'ai mis en parenthèse, trop de rachats d'actions. Pourquoi? Parce que finalement, en tant qu'investisseur, nous, on apprécie toujours que l'entreprise elle fasse des rachats d'actions parce que fiscalement, c'est beaucoup plus avantageux. Est-ce qu'on touche des dividendes? Oui, c'est intéressant, mais on va être imposé. Est-ce que l'entreprise fait des rachats d'actions? On va pas être imposé, mais la plus-value augmente. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue de l'actionnaire. Maintenant, l'entreprise là, ça va être un petit peu l'effet inverse dans le sens où c'est presque le rachat d'actions qui va mécaniquement faire augmenter la plus-value, le prix de l'action et donc faire augmenter la plus-value. Donc c'est ce qui participe à faire mécaniquement augmenter la valeur de l'action. Et moins on a d'actions en circulation, c'est une basique loi de l'offre et de la demande, moins il y a d'actions en circulation, plus celle-ci prend de la valeur. Et c'est pas totalement la valeur que crée l'entreprise qui participe à enrichir ses investisseurs. Ici, on peut voir de nouveau, si on switch sur Gros Focus, quand tu vas sur les 30 ans de données financières, tu peux alors voir directement sur le graphique ici la part des actions qui sont en circulation. Alors, on va mettre sur les 3 ou 5 ans, on voit que tu vois, on est à moins 3%, moins 2,84%, ça veut dire qu'Apple rachète littéralement énormément de ses actions tous les ans. En moyenne, 2,84% d'actions sont rachetées par Apple tous les ans, ce qui est génial du point de vue d'investisseur parce que vraiment on va avoir cette plus-value sans passer par la case d'imposition. Mais ça nous donne quand même deux signaux. C'est que premièrement, le prix de l'action, il va être drivé un petit peu par ce rachat d'actions, parce que finalement il y a moins d'actions, donc le prix va augmenter. C'est ce qui fait que finalement quand on a une sacrée performance sur Apple, c'est pas parce que Apple vend plus de produits, apporte plus de valeur à ses clients ou à la société. C'est aussi, et c'est pas mais c'est aussi en partie parce qu'elle rachète fortement ses actions. Ce qui fait qu'il y en a moins, donc le prix augmente, donc la performance est un petit peu dopée dans ce sens-là. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche, et également parce que du coup aujourd'hui Apple, elle a on parlait un petit peu avec l'intelligence artificielle, ce ralentissement dans l'innovation. Finalement, si l'entreprise elle a un boulevard devant elle avec l'intelligence artificielle, avec d'autres innovations, elle a énormément de cash à allouer à ce boulevard, à mettre en recherche et développement, à payer des ingénieurs, ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, Apple consacre énormément d'argent quand même à racheter ses actions. Et si je te prends un autre parallèle, alors c'est pas on peut pas comparer dans tous les points, mais c'était vraiment juste pour se concentrer sur ce côté rachat d'actions et puis innovation. Là on a switché sur Amazon et tu vois en fait les actions que Amazon, les actions en circulation d'Amazon, si on reste sur les 3 dernières années, voire les 5 dernières années, littéralement Amazon aujourd'hui est en train d'émettre de nouvelles actions. Alors effectivement, nous en tant qu'actionnaires, on aime bien du rachat d'actions, mais ce que ça signifie, c'est que là Amazon, eux, ils réinvestissent massivement dans leur développement. D'ailleurs, c'est le cœur de la stratégie de cette boîte, mais ils construisent énormément le futur en réinvestissant énormément de cash dans des nouveaux produits, dans la recherche et développement. Et en point de vue intelligence artificielle, du coup, ils ont énormément de dépenses en CAPEX. Aujourd'hui, ils sont vraiment en train de miser là-dessus. Et si on regarde du coup le prix, la croissance qu'a fait l'entreprise sur les 3 ou 5 dernières années, là, c'est simplement parce que Amazon délivre de la valeur à ses clients, à la société. Et c'est pas boosté parce qu'elle fait du rachat d'actions. Donc deux choses. L'entreprise n'est pas boostée parce qu'elle fait du rachat d'actions, je vais me répéter. Et deuxième chose, elle apporte vraiment de la valeur à ses clients et surtout avec le cash qu'elle a à disposition, elle sait dans quoi l'investir. Alors qu'Apple aujourd'hui est en train un petit peu de faire mécaniquement augmenter la valeur de son action et surtout ne concentre pas tout son focus de flux financier finalement dans de la recherche et développement, de l'innovation, etc. Et si je dois tirer une rapide conclusion, donc avec tout ce que je viens de t'énumérer, c'est pour ça que du coup aujourd'hui Apple a sorti de mon portefeuille parce qu'elle ne correspond plus à ma stratégie en croissance. Alors c'est toujours une action de qualité, mais plus forcément en croissance. Et ce que je vais te montrer, c'est aussi, Apple est simplement une entreprise qui ne correspond plus à mes critères. Loin de là l'idée que Apple est une mauvaise entreprise, qu'il ne faut plus investir dessus, etc. Mais ici, je mets un simple graphique sur le stade de vie un petit peu d'une entreprise. Donc il y en a 4 un petit peu qu'on peut
qu'on peut identifier. Donc tu as la phase de temps, hein, si on regarde l'axe, et tu as la phase de préparation, donc c'est plutôt à quel point se situe l'entreprise. Donc on a la première, c'est la phase de lancement. Là, c'est parce que là, on va retrouver toutes les startups qui sont en levée de fonds pour du coup avoir de l'argent. On a la partie de croissance. Là, c'est là où on va avoir l'entreprise qui va se développer, créer de nouveaux produits, innover, aller conquérir de nouveaux marchés, chercher de nouveaux clients. Et la plupart des entreprises se situent ici. Et c'est dans cette phase-là que je cherche à avoir des entreprises de qualité qui sont vraiment dans cette phase-là. Ensuite, de déterminer si on est plutôt dans une phase de début de croissance ou de fin de croissance. Ici, c'est extrêmement compliqué, voire impossible de l'affirmer, et si cette phase-là dure 6 mois, 5 ans, 15 ans, c'est complètement impossible. Ce schéma, il est très, comment dire ça, simpliste, hein. Évidemment que certaines entreprises, certaines phases vont durer plus longtemps, plus court, évidemment que la phase de croissance va pas être linéaire, hein. Il y aura des montées, des descentes, c'est vraiment juste montrer le graphique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, on a la troisième phase de maturité. Ici, on peut avoir des entreprises comme Coca-Cola, par exemple. Aujourd'hui, Coca-Cola ne va pas révolutionner l'industrie des sodas, par exemple. Ils vont pas doubler leur chiffre d'affaires. Eh bien, typiquement, Apple, et de nouveau, c'est difficile à estimer s'ils sont dans une dernière phase de croissance ou un début de phase de maturité, mais à mon sens, et ça c'est plutôt une conviction personnelle d'investisseur, Apple est en train de se situer dans une phase de maturité. Le marché adressable est à un plafond de verre pour les deux raisons qu'on a vues ensemble. Il y a factuellement sur les chiffres des ralentissements, le prix de l'action augmente, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et à mon sens, Apple est en train d'entrer, voire d'être complètement dans une phase de maturité, et aujourd'hui, ce type d'entreprise ne correspond pas simplement à ma stratégie d'investissement. C'est la raison pour laquelle je sors cette entreprise finalement de mon portefeuille. Et je te fais une dernière parenthèse pour la partie de déclin. Ici, ça ne veut pas dire que l'entreprise va faire faillite. Il y a énormément d'entreprises qui se font simplement racheter par des plus grosses entreprises. Et cette phase de maturité peut durer littéralement 100 ans. Je sais pas si j'ai pas d'exemple là qui dure 100 ans, 50 ou 80 ans, mais quand tu regardes Coca-Cola, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans et ils sont toujours dans cette phase de maturité et il n'y a pas de déclin à venir. Et simplement, c'est juste pour te rassurer sur le côté déclin, c'est pas forcément, on parle pas de faillite, hein. Ça peut être des rachats d'autres entreprises ou ça peut être justement l'entreprise qui soit se fait racheter, donc soit rachète d'autres entreprises pour continuer de c'est ce que fait Meta d'ailleurs aujourd'hui, hein. Alors Meta n'est pas dans une phase de déclin, mais Meta va du coup racheter des startups pour pouvoir continuer de grossir et être à la page et peut-être, comment dire ça, revoir ce côté leader de son marché. Là, je me suis un petit peu éloigné, mais c'était juste pour te dire que la phase déclin, c'est pas du tout synonyme de faillite ou autre. Et aujourd'hui, du coup, Apple, c'est plus une action, à mon sens, bon père de famille dans cette phase un petit peu de maturité. Et c'est toujours prioriser sa stratégie et ses objectifs avant d'intégrer une action à son portefeuille et non l'inverse. Pourquoi ? Parce que je vois trop d'investisseurs qui ont des entreprises, alors que ce soit Apple, que ce soit Tesla, Nvidia ou peu importe, qui ont des entreprises en portefeuille, mais qui n'ont jamais fait en fait ce travail de d'abord élaborer quelle est leur stratégie, quels sont les critères qui vont intégrer du coup dans la stratégie et presque poser en fait finalement une thèse de l'investisseur. S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais ? Si l'entreprise baisse de temps, comment est-ce que je réagis ? Si l'entreprise a ce type de résultat, est-ce que je l'intègre dans mon portefeuille ou non ? Et en fait, je vois beaucoup trop de personnes qui, ok, c'est Nestlé parce que c'est en Suisse, j'investis sur Nestlé. C'est Apple parce que j'ai un iPhone, super, j'investis dans l'iPhone. Il y a Tesla parce que c'est la voiture électrique ou Elon Musk, super, j'investis dans cette boîte. Et en fait, ils font pas la stratégie, et c'est ça que je voulais t'inviter aussi à faire en début de vidéo, hein. C'est vraiment concentrer sur quelle est ta stratégie et tes objectifs et ensuite de déterminer quelles actions je vais acheter en conséquence et quelles actions je vais aussi vendre en conséquence pour toujours être aligné avec ta stratégie et tes objectifs. Vraiment partir avec ce pilier, finalement, ce socle de qu'est-ce que tu veux, quels sont tes objectifs et ensuite qu'est-ce que tu vas intégrer en fonction de ça et pas l'inverse, d'avoir des actions qui ne correspondent plus vraiment à la stratégie. Ce qui est aujourd'hui était mon cas avec du coup Apple. Et ce que je voulais te mettre aussi, c'est un petit bonus, du coup ça me fait aujourd'hui avec la vente des actions Apple, une création de fonds d'opportunité. Pourquoi ? Parce que simplement, du coup, avec le cash que j'ai pu... alors, j'ai vendu vraiment en une fois, je me suis pas amusé à faire du market timing ou bien à faire du DCA sur ma position de sortie. J'ai vraiment tiré la conclusion, je me suis dit, ok, je vais vendre cette entreprise, j'ai vendu en une traite, c'était plié. Et ça m'a fait quelques milliers de francs de fonds d'opportunité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu sais, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, mais du coup, dans la stratégie un quality growth, vraiment, j'achète des entreprises qui sont soit sous-évaluées, soit à des prix corrects. Et c'est simplement quand tu vois en fait des graphiques comme celui-ci où tu peux acheter à des prix, tu vois, si par exemple Amazon, au moment où je tourne la vidéo, devrait normalement valoir $187, aujourd'hui elle vaut 222, et bien c'est une entreprise qui est surévaluée, pardon. Mais tu pourrais très bien avoir l'effet inverse où elle est sous-évaluée, et le fait d'avoir un fonds d'opportunité, et bien lorsque tu fais ton DCA régulier avec ton salaire, tous les 25 du mois tu investis 100, 200, 500 francs, peu importe, et bien avec ton fonds d'opportunité, au lieu d'investir 200 francs si tu vois que l'action elle est sous-évaluée, et bien tu vas puiser un petit peu dans ton fonds d'opportunité et mettre le double
sur ton ordre. Donc finalement, c'était un peu une conclusion, c'est qu'avec aujourd'hui l'argent que j'ai récupéré de cette vente, eh bien, je vais pouvoir l'allouer à d'autres investissements dans mon portefeuille qui sont en ce moment en plus sous-évalués. Donc voilà pour la vidéo sur finalement pour quelles raisons aujourd'hui j'ai décidé de vendre Apple. Si tu as je t'invite à me mettre en commentaire si tu as des questions aussi par rapport à la vente ou d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Si tu as des réflexions aussi par rapport au format, tu sais, des fois je fais en carte mentale, en schéma ou alors avec une page Notion comme ça. Simplement dire voilà, quel est le format qui pour toi est le plus simple à visualiser. Et également, si aujourd'hui tu es intéressé à faire tes premiers investissements en bourse, j'ai créé un programme qui te permet de faire tes premiers investissements, littéralement d'investir tes premiers francs en moins de 14 jours dans tes premiers ETF. Donc c'est un niveau débutant novice, voire que tu as déjà un petit peu ces connaissances mais que tu n'as pas encore franchi ce cap et qui te manque quelque chose. Tu as en description directement la formation, elle est vraiment à un prix abordable par rapport à la valeur que tu vas avoir dedans. Et si au contraire aujourd'hui tu es déjà à un niveau peut-être un petit peu plus avancé, que tu souhaites vraiment avoir ce portefeuille d'actions 100% maîtrisé et autonome, je te mets aussi un lien, c'est directement un appel où l'objectif c'est de voir ensemble quelle est ta situation, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, qu'est-ce que tu souhaites faire et est-ce que le programme de coaching que je propose te correspond. Si oui, on avance ensemble, sinon eh bien, je te donne quelques clés pour augmenter un petit peu la valeur de ton portefeuille et on repart dans ce sens-là. Donc, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.